Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. L'invité de cet épisode est une athlète d'endurance qui repousse constamment ses limites. En avril 2026, elle se lance à la conquête du Mont Everest pour amasser 100 000 $ pour la fondation Filles Actives, un organisme qui encourage les jeunes filles à bouger. On discute de son parcours, de ses différents défis et de ce qui la pousse à aller toujours plus loin. Veuillez accueillir Emma de Guara. Emma, bienvenue au podcast Santé Sport. Salut, merci de me recevoir. Une coureuse, alpiniste, tu as énormément d'exploits, mais il y a aussi, quand on voit tous tes exploits, on peut oublier les moments plus difficiles. On va aller à ton FTK d'Île d'Orléans. Fastest known time. On entend Xavier vers la fin, Xavier Ladouceur, qui te dit « T'as rien à prouver à personne. » Et tu réponds « C'est par rapport à moi. » Qu'est-ce que tu essayais de prouver à toi-même? Je pense que, tu sais, Xavier, quand il m'a dit ça, c'était dans une perspective de comme, tu sais, si ça va pas, tu peux abandonner, t'as rien à prouver à personne. Puis moi, comme si la pression, elle venait de l'externe. Puis la pression, moi, dans ma tête, ben personnellement, elle vient plus de moi-même. Tu sais, les exigences que je me mets, c'est pas quelqu'un d'autre qui me les met. C'est pas mes parents qui m'ont dit « Hey, t'es pas à la hauteur, t'as besoin d'en mettre plus. » C'est vraiment moi qui suis exigeante envers moi-même, je pense. Ben, c'est des faits. Je suis exigeante envers moi-même. Puis, qui ne souhaitait pas abandonner à un moment où est-ce que dans les faits, j'avais pas à abandonner. Je pense que c'est beaucoup ça. Mais c'est sûr que c'est une question que je pourrais décortiquer encore pendant 1000 ans avec l'aide d'un psychologue probablement, parce que ça va être une question que je vais probablement me poser toute ma vie aussi, pourquoi je travaille aussi fort puis pourquoi j'ai tout le temps besoin d'en faire un petit peu plus. On peut le voir au niveau du sport, tous les efforts que tu fais de dépassement. Aussi dans la vie personnelle, que tu dois t'en mettre aussi. Mm-hmm. Comment le sport te permet de faire ce dépassement-là? Je pense qu'il y a quelque chose de très méditatif dans le sport où est-ce qu'on lâche prise complètement, mais en même temps, on a beaucoup de contrôle. Puis, ben je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que, personnellement, j'arrive à aller chercher comme aller me découvrir au niveau de mon identité à travers le sport. Est-ce que le sport te permet de valider toute la pression que tu te mets? Non. Non? Non. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est que je le comprends pas, la question, là, mais je pense pas. Tu sais, le sport, c'est une passion. Le sport, c'est ma passion. C'est en fait plus un release de la pression. Parce que quand tu réussis... Non, pas juste quand je réussis. Je veux dire, moi, mes défaites, c'est aussi mes plus grandes fiertés, personnellement. Sans mes défaites, il n'y a aucune réussite qui fonctionnerait, qui aurait son impact. Puis aussi, si j'ai réussi des choses, c'est parce que j'ai fait des apprentissages dans mes défaites. T'sais, c'est vraiment parce que je suis reconnaissante d'avoir fail sur Aconcagua. Je suis reconnaissante d'avoir pas réussi d'évêque parce que j'en ai fait... Ben, je sais pas encore ça va être quoi le outcome de cette course-là, mais tu sais, chaque élément que j'ai vécu m'apporte juste mieux à la prochaine destination, je pense. Puis je fais du sport parce que, c'est parce que c'est ma passion. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu des situations comme plus difficiles dans ma vie. Puis, ce qui m'a permis de garder une bonne santé mentale, ça a été parce que j'ai incorporé un petit peu d'activité physique dans ma vie. Puis, c'était ma façon de me porter mieux. Puis là, maintenant, c'est sûr que c'est devenu un autre niveau, le sport, pour moi. Depuis 5 ans, ça prend une part plus importante. C'est devenu comme un peu comme un travail aussi, à un certain égard. Mais c'est quelque chose qui me rend heureuse avant tout. Puis c'est pour ça que je le partage autant haut et fort. Ben, c'est le fun que tu en parles parce que tu n'arrives pas d'un milieu très sportif à la base. Dans ton intro du balado UMEA,
tu mentionnes, j'allais me cacher pendant la récré pour lire. Ouais. Donc, à l'école primaire, tu n'allais pas courir pour ton plaisir. Non, pas du tout, exactement. Tu sais, dans le fond, moi, je suis vraiment une personne qui est un peu geek. J'aime vraiment beaucoup lire, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup apprendre, j'aime ça m'inscrire à des cours. J'aime... C'est ça, je suis quand même intense dans mes goûts, puis dans mes passions, puis dans mes sources d'intérêt. Et ça faisait en sorte que si je décidais aussi que j'aimais pas ça, la récréation, ou participer aux cours d'éducation physique ou autre, ben c'est que c'est pas des blagues, là, c'est que j'allais vraiment me cacher à la récréation, puis j'allais m'inventer des mondes imaginaires, j'allais lire des livres beaucoup, puis c'était ça ma réalité. Éventuellement, ça a évolué. Tu sais, je pense je dis souvent que c'est il y a 5 ans que j'ai commencé à avoir de l'activité physique, mais tu sais, comme plus sérieusement. Mais quand j'étais un peu plus jeune, quand même, il y a eu des phases où est-ce que, j'ai fait du ballet classique, j'ai fait de l'équitation. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai fait un petit peu de course aussi, au cégep Saint-Laurent. Je me rappelle, je courais un peu. J'en ai fait du sport here and there, mais ça n'a jamais été une pratique qui était comme... ça faisait partie de mon agenda, puis c'était comme... habituel dans mes routines. C'était comme peut-être pendant 2 semaines, à tous les jours, j'allais aller courir. Puis après ça, j'allais plus jamais recourir pendant 8 mois. Là. C'était comme un peu ça. T'étais pas dans les Lions, là, à Saint-Laurent? Je l'ai été dans les Lions de Saint-Laurent, mais à chaque fois, cross-country, mais j'allais genre aux entraînements. Puis ça, c'était juste pendant comme la première et la deuxième session. Puis... à un moment donné, quand on allait aux courses, mettons, j'abandonnais la course. Je la finissais pas parce que je me sentais comme pas à l'aise. J'étais pas bien dans cette... C'était pas pour moi encore. Là. Fait que c'est plus tard vraiment que là, ça s'est développé un peu le sport comme plus sérieusement, si on peut dire. Comment ça s'est développé avec le temps? Est-ce que tu avais un sentiment d'imposteur au début au cégep, puis que tranquillement, pas vite, en le faisant pour le fun, ça s'est développé? Je pense pas que j'avais un sentiment d'imposteur. Je pense juste que j'avais pas vraiment les outils ou la passion. C'était pas encore intégré dans ma routine. Je pense que plus tard, c'était comme quelque chose que je faisais pour ma santé mentale, mais que j'avais pas assez implanté dans mes habitudes de vie pour en faire quelque chose que je me sentais capable de racer. C'était pas comme... C'était plus... ponctuellement, ça allait fonctionner. Des petits sparks de « Ah, j'ai fait un bon entraînement avec la team », mais comme cet entraînement-là, c'était peut-être le premier du mois ou le seul du mois aussi. Là, c'était pas vraiment dans mes habitudes. Mais je sais pas si je m'exprime bien, là, mais en tout cas, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais... plus tard, c'est ça, quelques années plus tard, là, j'ai comme juste... j'ai continué mes études à l'université et compagnie. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mon MBA. Puis là, je travaillais quand même beaucoup dans un cabinet privé. Puis éventuellement, comme avocate, puis éventuellement, j'ai réalisé que je ne prenais pas soin de ma santé, que j'étais pas comme en forme, que j'allais parfois pas faire de sport outre genre des cours de boxe avec mon père une fois de temps en temps, là, mais je faisais comme pas vraiment de sport dans mon quotidien. J'ai réalisé que c'était en train d'avoir des impacts importants sur ma santé, que si j'allais juste faire un petit 5 km avec une amie, j'allais me blesser, par exemple. C'était vraiment à ce niveau-là. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut absolument que je prenne ma santé en main. Je rêvais aussi d'être cette femme-là athlétique puis en forme. Je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, on parle des réseaux sociaux comme quelque chose auquel on se compare. Là, ça c'était un peu le cas. Là. Tu sais, je me comparais aux gens sur les réseaux sociaux puis je me sentais vraiment pas hot. J'étais tabarouette, tu sais. Je suis vraiment pas en forme. Je prends pas soin de ma santé. J'aimerais donc bien être cette personne-là qui semble être une triathlète ou qui semble courir en montagne. Puis ça m'inspirait. Puis à un moment donné, plutôt que de continuer dans cette loupe-là où est-ce que ça m'impressionnait sans m'attirer. Puis en me sentant comme inférieure, bien plutôt, ça a fait l'effet inverse. Et que je me suis dit, OK, bien moi aussi, je vais faire des petits pas dans cette direction-là pour devenir cette personne-là plus en forme, plus sportive. Donc, je me suis pris un premier coach. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner de façon un petit peu plus structurée. Je ne vous cacherai pas que c'était genre...
sur 4 entraînements cédulaires à l'agenda, il y en avait peut-être 2 que je faisais réellement, mais c'était petit à petit, ça a forgé une habitude. Éventuellement, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup fait évoluer, qui est Atomic Habits, que beaucoup ont lu déjà. Mais quand je l'ai lu, j'étais comme prête à incorporer des habitudes de vie comme plus saines, plus axées sur le sport puis le bien-être. Puis chaque petit pas m'a amené à prendre un petit peu plus soin de moi, puis à m'entraîner de plus en plus, puis ensuite à avoir des défis un petit peu plus importants progressivement. Est-ce qu'il y a un moment dans ta progression que la course était plus juste pour prendre soin de ta santé, mais rendu un élément incorporé à ta vie? Je sais pas à quel moment, mais ça a été assez rapide que, dans le fond, une fois que l'habitude était implantée dans ma vie, ben c'était ça, là, au final. Là, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas juste pour ma santé mentale, c'est comme une habitude, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Puis quand je cours moins, ben je me sens moins moi. Ça fait partie de mon identité un petit peu plus maintenant. Puis tu as aussi beaucoup d'amis qui courent. Vous faites des voyages de filles même pour aller courir. Oui, exact. Donc faire le tour du Mont-Blanc. Oui, on a fait le tour du Mont-Blanc. On a fait plein de belles aventures, je te dirais. Ça dépend toujours de... Tu sais, des fois, je préfère partir seule pour me laisser porter. Mais c'est sûr que c'est toujours le fun quand on peut le partager à plusieurs filles, oui. Tu es parti avec 2 amis faire le tour du Mont-Blanc. Veux-tu raconter comment l'idée vous est venue à faire cette idée-là? Mais ça fait déjà un moment, honnêtement, là, le Tour du Mont-Blanc. Puis je pense que de plus en plus, il y a tellement de personnes qui vont le faire. Puis c'est ça, je veux dire, c'est comme très accessible comme ouais, le Tour du Mont-Blanc, c'est... Ça fait bizarre à entendre. Ben non, honnêtement, je comprends peut-être pourquoi tu dis ça, mais dans les faits, tu sais, le Tour du Mont-Blanc, c'est un parcours de 180 km qui fait la France, l'Italie, la Suisse. C'est un GR, si on peut dire, qui est vraiment bien balisé. C'est un peu comme le luxe, là, comme aventure, tu sais, dans le sens qu'on est en refuge, on peut le faire en autonomie aussi, puis être avec des tentes, mais tu sais, c'est vraiment doux. Oui, il y a du dénivelé positif, puis tout ça, mais c'est très picturesque, là, si je peux me permettre l'expression. C'est magnifique, puis c'est comme un voyage cadeau un peu qu'on s'est donné, les filles et moi. On avait un objectif de faire les 180 km en 4 jours, ce qui était comme le volet un petit peu plus sportif du voyage. Puis à la suite des 4 jours de course, j'allais faire l'ascension du Mont-Blanc. C'était comme une première introduction dans le monde de l'alpinisme. Puis, ça a été une première montagne qui n'a pas bien fonctionné, dans le sens que la météo m'a fait devoir retourner de bord à 200 mètres du sommet. Puis, c'était vraiment inspirant, je te dirais, comme moment avec les filles. Puis, moi, ça m'a donné une première très belle expérience dans le monde de l'alpinisme, dans le sens que j'ai adoré mon expérience, mais ça m'a aussi fait réaliser à quel point on n'avait pas nécessairement de contrôle sur la réussite ou pas d'une expédition. Puis, c'est ça que j'ai beaucoup aimé au final, puis qui m'a fait voir toutes les prochaines expéditions en montagne comme étant juste symbole de leçon puis d'apprentissage sans nécessairement que ce soit comme un check. Tu sais, une montagne, c'est pas un check pour moi, c'est une expérience, c'est le processus. C'est pas le sommet qui compte. Non, mais c'est sûr que le sommet, on a envie de le faire, mais on sait pas si on va y arriver réellement. Bien, justement, dans la vidéo de l'ascension du Mont-Blanc, tu mentionnes que tu étais contente que ce soit pas toi qui prenne la décision de retourner. C'était quand même des décisions, une situation extrême, là, des vents de 200 km/h. Peut-être 100, pas, là, 150, mais ouais, des bons vents. Des bons vents sur le top d'une montagne, il n'y a pas d'arbre pour les cacher. Ouais. Comment qu'on se sent quand on arrive à 200 mètres, qu'on voit le sommet, puis qu'on se fait dire, ouais, là, pour ta vie, on va revirer de bord? En deuil, je dirais. Vraiment en deuil. C'est vraiment un sentiment d'impuissance, de tristesse, d'acceptation. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'étais en deuil quand je suis partie du Mont-Blanc à ce moment-là. Mais c'est ça l'alpinisme aussi, c'est ça la montagne. Ce que ça crée comme sentiment, c'est qu'à chaque fois que je suis en montagne maintenant,
chaque pas que je fais qui m'amène un petit peu plus haut, je suis vraiment en sentiment, tu sais, comme de moment présent puis d'extrême gratitude. Il n'y a aucun moment, j'ai de la difficulté à faire même de la visualisation où est-ce que j'atteins un sommet. Parce que pour moi, je ne sais pas si je vais l'atteindre. J'en ai aucune idée. Puis je prends rien pour acquis dans le cadre d'une expédition. Jamais, jamais, jamais. Puis je pense que j'approche la course un petit peu de la même manière, dans le sens que quand je suis partie sur un gros ultra, je me réjouis jamais à l'avance. Puis même si je suis à 200 mètres, je pense de la ligne d'arrivée sur un 200 kilos, là, mais ça m'est jamais arrivé à ce moment-là parce que finalement, j'ai de DNF. Mais tu sais, je peux pas vraiment genre me visualiser être comme réussir parce que je sais pas si je vais pas tomber à la dernière minute, si je vais pas comme faire un face plant, puis ou tu sais, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc je prends rien pour acquis jusqu'à temps qu'une fois arrivé là, c'est comme OK, wow, incroyable, on est arrivé. Un peu la même chose pour une montagne, si je monte la montagne, je vais attendre d'être redescendu au complet avant de le fêter. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Et en alpinisme, autant qu'à la course, tu le fais avec des amis ou du monde que tu connais pour avoir du plaisir. Quand vous avez fait le tour du Mont-Blanc, je pense à la 3e journée ou vers la fin, un peu le 200 mètres du sommet, il y a Karel qui a chuté et qui s'est blessé. Et toi et l'autre ami, est-ce que c'est Max? C'est Alexandra. Alexandra. Vous avez terminé à 2. Comment tu as vécu ça? Sur le coup, faut dire que l'idée du Tour du Mont-Blanc, là, c'était Karel qui l'avait eu. C'était Karel qui avait le grand rêve d'aller courir le Tour du Mont-Blanc. Moi, j'avais déjà fait le Tour du Mont-Blanc en trekking avec des amis, genre 5 ans plus tôt. C'était la chose la plus difficile que j'avais faite de ma vie en trekking. C'était vraiment, vraiment pas facile à ce moment-là. Je courais pas, puis j'étais pas tant athlétique à ce moment-là. Puis avec Karel, on s'était laissé rêver ensemble d'un voyage à 3 où est-ce qu'on faisait le Tour du Mont-Blanc, puis que c'était magnifique, puis tout ça. Puis, on arrive à 20 km de la fin, puis Karel, son corps l'abandonne un peu à ce moment-là. Elle avait eu une situation elle avait comme fait des chocs vagos juste avant le début du Tour du Mont-Blanc qui avait fait en sorte qu'elle avait débuté le tour en étant comme vraiment faible, comme physiquement. Il y avait des signaux que son corps lui envoyait que comme oups, cocotte est fatiguée. Là, elle le sentait, puis pourtant, c'est une coureuse extrêmement solide. Là, donc, à ce moment-là, son corps l'a comme lâché, sa cheville, elle a foulé. Puis là, quand elle est tombée, moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire que c'est terminé pour toutes nous. On redescend, on repart toutes à Chamonix, ensemble en autobus ou quelque chose comme ça. Mais pour Alexandra, c'était genre évident qu'on allait le terminer pour les 3. Puis je pense que petit à petit, on a comme eu la discussion toutes les 3 ensemble. Puis Karel, clairement, elle voulait qu'on termine l'aventure. Mais c'est ce genre de situations-là, quand ça arrive, il faut se poser la question ensemble, qu'est-ce qu'on est confortable de faire. Puis je pense que quand on fait un projet d'équipe, les 2 solutions sont bonnes d'arrêter tout ensemble ou de continuer celles qui le peuvent. C'est vraiment une question de dynamique différente. Là. C'est là que la communication devient importante. Oui, mais c'est des discussions que normalement tu souhaites avoir avant une expédition là, aussi. Ouais. C'est une leçon que tu as apprise, que tu commences à transmettre maintenant quand tu fais des événements avec des amis ou des grosses courses. Bon, voici je te cacherai plan pas de que c'est contingence. plutôt rare, en fait, que je fais ça, des projets sportifs à plusieurs. Je suis devenue un petit peu plus solitaire dans mes projets, dans le sens que je vais aller faire des expéditions de montagne,
puis qu'il y a des gens qui vont peut-être venir avec moi. Comme là, je vais partir sur l'Everest prochainement, puis on est un groupe qui va aller faire le Everest Base Camp Trek, et ensuite, on va aller faire le Bootchin, première montagne ensemble. Puis là, tout ça, on est ensemble. Mais tu sais, chacun a leur propre objectif personnel là-dedans, puis c'est bien clair. Après ça, des projets de course à plusieurs, bien, généralement, dans les derniers temps, ça a plus été que moi, j'allais faire une course, j'avais des filles ou des amis qui venaient me supporter, et vice-versa, je vais supporter des gens dans leur propre projet. C'est un peu plus comme ça que ça s'est concrétisé. Mais tu sais, à plusieurs, c'est sûr que c'est des conversations à avoir dès le départ. Puis comme c'est un apprentissage, oui, mais tu sais, ça allait vraiment de soi aussi. Puis tu sais, je veux dire, ça vaut pour dans un entraînement aussi. Là, tu sais, si je vais m'entraîner avec des amis, puis qu'on se dit qu'on se fait une long run, puis que, tu sais, il y en a une qui se sent pas bien après 10 km, bien comme, si c'est clair que moi, mon plan d'entraînement, il faut que je fasse 40, ben sorry, mais moi, je continue pour faire mon 40. Mais en même temps, à l'inverse, si on se dit on se fait une run, toutes les girls ensemble, puis peu importe, tu sais, genre, on suit, pas de soucis, pas de pression, ben si, tu sais, s'il y en a une qui veut continuer, puis l'autre non, ben on s'ajuste, tout simplement. Mais c'est sûr que le sport, tu sais, la course en montagne puis l'alpinisme, c'est une question de communication. La course en montagne, c'est un petit peu plus solidaire. Puis l'alpinisme, c'est un petit peu plus solitaire. On est un petit peu plus seul avec son Sherpa puis, ou son guide, puis on doit se respecter, là. Ouais. Vraiment intéressant là-dessus. Puis justement, Aconcagua. Ouais. C'est drôle parce que j'ai quand même de la misère à prononcer des mots dans ma vie en général. Okay. Et j'ai un podcast, fait que c'est comme bien fucké. Mais Aconcagua, ça a été une autre montagne difficile pour toi. C'était ta deuxième? Ouais. C'est où, Aconcagua? C'est en Argentine. En Argentine. T'es partie toute seule avec une équipe? Seule? Ouais. C'était quoi l'objectif de cette montagne-là? Monter la montagne. Non, mais pour vrai, Aconcagua, c'était une expédition. C'est ma deuxième expédition. Donc, quand j'ai commencé le monde de l'alpinisme, c'était un peu par curiosité. Là. Je savais pas trop pourquoi je faisais ça. Je savais pas trop comment j'allais le faire. Puis j'apportais un petit peu le mindset d'une coureuse à l'alpinisme, sans adaptation. Donc, je voulais aller faire le Mont Blanc, puis je voulais le faire rapidement. Je voulais aller faire Aconcagua, je voulais le faire rapidement. L'objectif avec Aconcagua, c'était de gravir cette montagne-là du base camp, donc du camp de base, jusqu'au sommet et de redescendre. Donc, c'était de faire ça en un sommet de push. Mais l'objectif numéro 1 aurait dû être de gravir la montagne tout simplement et non en faire un projet comme sportif, tu sais, athlétique. Il me manquait beaucoup d'expérience en tant qu'athlète pour pouvoir dire « OK, je m'en vais faire ça, ça va être un exploit ». Mais j'étais très, très ambitieuse, puis j'étais très naïve aussi. Puis, dans les faits, là, physiquement, je suis certaine que j'aurais été capable de le faire. C'est pas une question, mais il me manquait encore beaucoup d'expérience. Parmi l'expérience, il y avait le fait d'aller faire des tests au niveau de ma santé qui allaient me permettre d'arriver sur cette montagne-là en complète santé. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en situation d'anémie, mais je l'ai su à mon retour seulement. Ce qui se passe quand tu es en anémie, c'est que tu as un manque de fer. Et donc, si on comprend bien un processus d'acclimatation à haute altitude, ton corps doit produire des globules rouges. OK? Pour produire des globules rouges, pour t'acclimater, il faut que tu aies des réserves en fer. Moi, j'avais -1 de ferritine à mon retour. -1? Ouais. -1 de ferritine. OK? C'est catastrophique aller en montagne dans une situation comme ça. Donc, je me suis retrouvée face à moi-même dans des situations de santé très, très, très périlleuses. Puis, ça a été vraiment difficile pour moi de faire comme... Tu sais, je sentais que ça allait pas bien puis que je me sentais pas normale, je me sentais pas forte en montagne. Mais malgré que je me sentais comme ça, je n'abandonnais pas le projet quand même. Puis, je poursuivais, puis j'essayais de m'acclimater, puis je m'entraînais en montagne, puis j'essayais. Mais, tu sais, éventuellement, dans tous les cas, honnêtement, la météo était vraiment catastrophique sur Aconcagua. Il y a eu 5 % des gens qui ont fait le sommet pendant la période que j'étais là. Donc, tu sais, c'est pas comme si c'était juste moi qui n'étais pas à la hauteur. Mais même si j'avais eu une ouverture météo, je dois avouer que je pense pas que mon corps m'aurait permis de me rendre jusqu'au sommet. Le plus haut que j'ai été sur cette montagne-là, ça a été 6 000 mètres d'altitude au camp 3. Aconcagua, c'est un des 7 summits. C'est un des 7 sommets en français. Donc, c'est le plus haut sommet en Amérique.
on approche les 7000 mètres d'altitude, puis ça, c'est très, très, très haut. Les autres montagnes de cette altitude-là sont plus au Népal, normalement. Là. Donc, c'est quand même assez... dans la chaîne himalayenne, en fait. Ouais. Donc voilà. Puis, éventuellement, il n'y avait juste pas d'ouverture météo non plus. Mais moi aussi, ma santé ne me permettait pas d'y aller dans tous les cas. Puis à la fin, on était comme rendu à la fin de la date d'expédition, mon billet d'avion et compagnie. Fait que ça a comme été, OK, on ferme cet épisode-là. Ça n'arrivera pas pour cette fois-ci. Un jour, je vais retourner sur Aconcagua comme... Je vais pas dire prendre une revanche parce que c'est pas du tout ça le mindset. C'est plus... Un jour, tu sais, j'aurai peut-être plus la charge, la présence mentale, puis l'expérience, puis le désir de gravir cette montagne-là à nouveau. Mais à ce moment-là, c'était juste pas pour moi. Fait que c'est sûr que 2 apprentissages, mes 2 premières expériences en montagne, c'était le Mont Blanc et Aconcagua, 2 montagnes qui n'ont pas bien réussi. Mais en même temps, c'est ce qui fait en sorte que maintenant, quand je vais en montagne, j'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de sagesse. Je connais les signaux de mon corps quand ça va pas bien. C'est sûr que je suis plus prudente. Puis tu vas pouvoir prendre des plus gros défis de taille, comme le Mont Everest. Là. Ouais. Pas que les 2 autres n'étaient pas de taille, là, mais c'était quand même des gros. Ouais. Pour commencer, le premier, Mont Blanc, c'est quand même haut. Là. Le Mont Blanc, mais... Tu sais, c'est 4800 mètres d'altitude. Donc, oui, c'est haut, mais c'est pas... tu sais, pour faire une référence, le camp de base de Aconcagua, c'est 4800 mètres d'altitude. OK. Pour référence, le camp de base de l'Everest, c'est à 5400 mètres d'altitude. Donc, ça remet beaucoup de choses en perspective. Mais oui, c'est sûr que là, dans le fond, le prochain objectif, c'est d'aller faire l'Everest. Donc, c'est une grande montagne. Puis, je m'y lance prochainement, au mois d'avril prochain. Dans un mois, là? Ben, en fait, dans 2 semaines. OK. Ben, en fait, quand ton épisode va sortir, quand cet épisode va sortir, je vais être au Népal. OK. Je vais être en train de débuter le processus. Bon. Ouais. Alors, on va en revenir plus tard au Mont Everest parce que je pense qu'on va avoir un bon segment là-dessus. L'autre course, ben non, pas la course, à Aconcagua. Il y avait une autre raison, je pense, que tu étais là-bas, tu ramassais des fonds pour ANEB. Mm-hmm. ANEB, c'est anorexie et boulimie. C'est une association pour les troubles alimentaires. Pourquoi tu as voulu ramasser des fonds pour cet organisme-là en particulier? Personnellement, c'est une cause qui m'a beaucoup touchée puis qui est aussi bien présente dans le monde du sport. C'est une super belle fondation aussi. Moi, personnellement, les troubles alimentaires m'ont touchée quand j'étais plus au secondaire, cégep, université. Ils m'ont touchée progressivement puis de différentes façons, là, peu importe. Puis je les vois bien présents aussi dans l'industrie du sport autour de moi. Fait que c'était vraiment important pour moi d'attribuer une cause à cette montagne-là. Es-tu à l'aise de dire c'était quoi les troubles alimentaires que tu as eus au courant de ta vie? Ben, je pense que ça mérite plus que quand j'en parle, parce que j'en ai pas beaucoup parlé dans mes trucs personnels, là, puis j'aimerais ça que quand j'en parle comme, puis je donne vraiment plus de contexte, là, fait que, tu sais, faire un mini-segment pour en parler, mais tu sais, essentiellement, moi, comment ça s'est matérialisé, c'est que... un désir de perfection dans ma vie qui faisait en sorte que j'avais des exigences très, très, très élevées envers moi-même. Puis qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune puis que je me sentais seule, ma façon d'avoir du contrôle, ça a été sur mon alimentation. Puis en voulant vraiment prendre soin de mon alimentation puis comme être le plus en santé possible, ben, je suis allée dans un extrême qui était trop extrême pour moi. Puis éventuellement, je me suis perdue là-dedans, puis c'est devenu un trouble important, un trouble alimentaire qu'on pourrait qualifier d'anorexie probablement. Donc, j'ai été suivie par rapport à ça, puis ça a été une période plus difficile. Puis ce qui m'a sauvée, en fait, ça a été le sport. Ça a été un moment où est-ce que justement, j'ai dit que c'est plus que, dans le fond, avec les docteurs avec lesquels je travaillais, ils m'ont dit, Emmanuelle, qu'est-ce qui te ferait du bien? Puis là, je leur dis, moi, je rêverais de faire du sport. Puis là, ils m'ont dit, si tu veux faire du sport, il va falloir que tu prennes un petit peu de poids. Puis là, c'est devenu comme un objectif comme ça, où est-ce qu'on a travaillé ensemble dans cette ligne directrice-là. Le sport m'a beaucoup aidée. Puis là, à un moment donné, le sport est aussi devenu comme... J'avais besoin aussi de prendre un peu de recul par rapport au sport pour
être certaine, tu sais, que j'allais pas associer, tu sais, le sport à une perte de poids, là. Tu sais, c'était vraiment, vraiment important. Fait que là, j'ai diminué le sport à ce moment-là. Puis là, j'ai comme laissé ça redescendre. Puis je me suis guérie, je pense. Pendant plusieurs années, les troubles alimentaires n'ont plus jamais comme refait surface dans ma vie. Puis j'ai rien senti. Puis là, c'est là où est-ce que j'ai lancé la levée de fonds pour ANED dans le cadre du projet Aconcagua. Par contre, quand j'ai commencé à faire plus de courses à pied, pas mal un peu dans le cadre du projet Aconcagua, mais un petit peu plus tard, il faut savoir que quand on fait des gros projets de courses comme ça ou d'alpinisme, ben l'alimentation est grandement importante. Puis, il y a un volet plus calcul qui recommence à rentrer, dans le sens qu'il faut s'alimenter suffisamment, il faut rentrer de la nutrition sportive, il faut avoir un certain nombre de grammes de glucides à l'heure pendant ces entraînements-là. Puis ça le fait en sorte que il y a des pensées qui ont recommencé à me revenir dans la tête, des pensées liées aux troubles alimentaires. Puis ça m'a vraiment comme challengée de recommencer à avoir des pensées qui n'étaient pas celles que je souhaiterais avoir. Donc, puis encore à ce jour, des fois, elles entrent mes réflexions. Puis c'est quelque chose que je réalise qu'aujourd'hui, ça va demeurer un défi probablement toute ma vie. Tant et aussi longtemps que je pratique le sport, bien, il y a une sensibilité à l'alimentation pour que je demeure en santé puis que je me nourrisse suffisamment puis bien dans le cadre de mon exercice physique. Puis, tant et aussi longtemps que ça peut pas être seulement intuitif, là, parce qu'il faut manger vraiment plus que seulement ce que son intuition nous demande. Bien, ça va rester des paroles que je vais avoir ou des messages que mon cerveau va m'envoyer puis auxquels je vais devoir faire face puis je vais devoir avoir des mécanismes de protection pour être sûr que je rentre pas dans des patterns difficiles. Là. Parce qu'il y a une phrase, une quote qu'on entend souvent en ultra, c'est pas le meilleur coureur, c'est lui qui est capable de manger le plus pendant le plus longtemps possible. Mm-hmm. Il faut tellement avoir de fuel puis d'énergie, il faut en consommer de bord de côté, autant de la bouffe naturelle. Puis quand ça. Si vous écoutez des documentaires de Courtney, des fois, il y a des affaires qu'il n'y a plus rien qui rentre. Là, puis il faut qu'elle trouve une alternative ou sinon, elle retombe dans le. Mais c'est pas juste Courtney, c'est tout le monde. Je veux dire, Courtney, peu importe, genre, nous, on a tous besoin de s'alimenter quand on court, puis qu'on court un 5 km, qu'on court un 10 km, qu'on court un 200 km, peu importe, on a vraiment besoin de s'alimenter. Puis c'est surprenant à quel point on doit manger pour être en forme. Puis moi, personnellement, c'est un peu ça le défi, dans le sens que des fois, j'ai l'impression que je mange vraiment beaucoup, puis des fois, j'ai l'impression que je mange pas assez. Puis là, j'essaie de trouver un sweet spot à travers tout ça. Fait que c'est sûr que moi, je suis guidée par une nutritionniste qui m'aide, qui me permet de comme apprendre à écouter mes sentiments de satiété, mais aussi savoir quand est-ce que je dois peut-être un petit peu moins les écouter puis en incorporer encore plus. Fait que c'est tout un équilibre à aller chercher. Puis effectivement, tu sais, je pense que ce qui m'aide le plus dans mes courses, c'est que je suis vraiment capable de manger normalement. Là. Ouais. Puis, en termes de nutrition sportive, c'est tellement un long cheminement. Trouver ce que tu aimes, ce que ton corps est capable d'absorber en effort, c'est tellement de quoi que c'est pas dans ta première année que tu découvres. Ouais. C'est au fil de toutes les expériences qui sont accumulées, que ça soit une petite course très intense ou une longue run. Mm-hmm. C'est là que tu apprends. Puis, on est au Québec, là. Il fait froid, il fait chaud. Il faut que tu apprennes la nourriture qui fonctionne dans le chaud, mais il y a aussi de la nourriture qui fonctionne mieux dans le froid pour certaines personnes. Et que c'est tellement un processus long et difficile, veut pas. Il y en a pour qui ça peut être un peu plus facile. Mais avoir des bons nutritionnistes à gauche, à droite, c'est une relation qu'il faut développer, là. Veut pas. Puis avec le sport, ça nous permet, je pense, d'apprécier l'énergie que la nourriture donne. Pas juste d'un point de vue, oui, c'est le fun de manger quand on est à table, Noël, Pâques qui s'en vient, mais quand on se rend compte, j'ai pas assez mangé,
j'ai crashé, j'ai pris un mur parce que j'ai pas assez mangé. Quand on fait un postpartum, là, pas postpartum, quand on fait un post-mortem d'une course, puis qu'on se rend compte, hey, j'ai crashé parce que, ouais, finalement, j'ai peut-être pas mangé assez. OK, non, toute la bouffe que je mange me permet de bouger, puis de faire des choses incroyables. Ouais. Mais moi, c'est rendu, genre, on dirait que j'en profite plus qu'autre chose. Honnêtement, c'est vraiment plus positif. Là. Au final, tu m'as posé cette question-là, puis je t'ai raconté, mais aujourd'hui, l'alimentation, c'est quelque chose que j'adore. Là. Je suis une personne gourmande, je suis une personne qui aime manger sain, en santé, les bons aliments. Mais genre, tu sais, pendant mes courses, j'adore manger des jus, puis même avant mes courses, puis après mes courses, puis même quand je cours pas, j'aime ça manger des jus quand même. Tu sais, ça fait partie du fuel. Puis, c'est ça, c'est rendu comme, même quand je m'entraîne moins, j'aime bien m'alimenter aussi en conséquence, sachant que je me prépare pour une expédition. Donc, dans pas très longtemps, je pars sur une très grande expédition. Je vais partir 2 mois. Je suis entraînée à manger plus que ma faim. Et, tu sais, c'est parfait. Là. C'est ça qui va me permettre d'être de last, genre de durer dans cette zone-là. Tu en as parlé rapidement tantôt. Divide 200. Ouais. La dernière course... le dernier gros ultra que tu as fait, qui a été difficile. Tu as raconté l'histoire. Il y a un très beau documentaire aussi qui a été fait. On vous invite à aller le voir sur YouTube. Ouais. Vraiment, il est vraiment extraordinaire. Undone. Vraiment intéressant. Très bien réalisé. Oui, merci. Et c'est une course de 200 miles. Oui. En Alberta. Oui. Et c'est combien de dénivelé? C'était 15 000, je pense. 15 000 mètres de dénivelé positif, oui. 2 fois l'Everest. Il y a une section dans la vidéo que je veux te ramener. C'est entre CP, Control Point 7, et le 8. C'est à peu près à 200 km. Là, ça commence à être difficile pas mal. Puis là, tu es avec Max, puis vous courez. Puis Max, c'est un moment où c'est qu'il y a une narration de Maxime. Désolé, je dis Max depuis tantôt, mais c'est Maxime. Puis elle dit, il y a eu un moment dans la nuit qu'Emma est arrivée puis elle a juste dit, OK, on change le discours. Parce que ça a été une période un peu plus négative pendant cette nuit-là. Et Max, tout de suite après, elle a dit, elle a fait preuve d'une force qui va me marquer pour le reste de ma vie. As-tu un conseil pour un petit gars, une petite fille? Ben en fait, je pense que j'ai envie d'expliquer un petit peu plus en profondeur cette situation-là parce que je pense que ça mérite avant de rentrer dans le conseil, pour que tout le monde comprenne c'est quoi qui s'est passé. Il faut savoir que cette course-là, 200 km en Alberta, en fait, initialement, c'est une course de 200 miles que j'ai abandonnée à 200 km au moment où tu mentionnes, entre le CP7 et CP8. Puis, avant que je l'abandonne à cet endroit-là, on se posait la question depuis un certain moment, est-ce que j'allais l'abandonner? Si oui, quand? Pourquoi? C'est que j'avais une douleur dans... Grosso modo, c'est que 4 jours avant la course, je déboule mes escaliers, je me pète le dos littéralement et ça m'irradie les 2 jambes puis je me dis bon ben c'est mon plus gros objectif de l'année, je vais y aller quand même puis on verra en temps et lieu qu'est-ce qu'il y en est. Mais je voulais vraiment pas accepter le fait que je n'allais pas courir cette course-là. Il y avait beaucoup trop de choses qui étaient comme part of the game. Puis, il faut savoir que je fais tout ça par passion, OK? 100%, là, je l'ai dit brièvement tantôt en répondant à ta question, mais moi, je fais ça par passion. Puis, j'avais tellement hâte d'aller courir cette course-là. Donc, je me lance éventuellement dans la course, puis au kilomètre 4-5, je commence à avoir des grandes douleurs à mes fesses, à mes jambes, je commence à plus sentir mes pieds. Et là, je me pose la question, genre, comment je vais faire pour réussir cette course-là? Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, je fais des exercices à ce moment-là, je me mets sur le côté de la course. Tu sais, on est au kilomètre 4. Là. Je me mets sur le côté, je m'étire, je touche le point de pression dans mon dos, puis je me mets à faire du power hike. Puis là, c'est là qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'énergie positive. Je marche, puis j'utilise beaucoup la force de mes mollets à ce moment-là. Mes 2 mollets claquent, kind of, mais quand tu es au kilomètre 100, puis que tes mollets claquent, tu le sens
tu le sens pas tout à fait. Tu sens quelque chose d'un peu bizarre, mais est-ce que tu as la lucidité de réaliser qu'est-ce qui vient de se passer? Pas vraiment. Puis tu as déjà le corps qui a mal un peu partout là, après 5 Ouais, km. Là. Exactement. Tu sens comme pas trop. Puis là, éventuellement, il y a quelqu'un qui... on a essayé de débloquer mon dos, on a essayé de faire des manipulations pour aider mon corps, mais ça l'a un peu empiré la situation à certains égards. Mais dans tous les cas, même si on n'avait pas fait ça, la situation était comme critique. Puis j'ai commencé à avoir un bleu. Puis finalement, c'est comme devenu un segment, tu sais, des gros segments que j'avais dans mon mollet. Mon mollet est devenu vraiment, vraiment gros, très, très, très enflé, dur, très chaud. Puis ça a commencé, on a commencé à le regarder puis à l'analyser à partir du kilomètre 140. Là. Puis là, à partir du kilomètre 140 au kilomètre 170, puis ensuite au kilomètre 200, c'était comme les points où est-ce qu'on s'arrêtait puis on regardait, OK, comment ça a progressé puis est-ce que c'est sécuritaire de continuer ou pas. Au kilomètre 140, on a encerclé la zone bleue, puis au kilomètre 170, on le refait, puis au kilomètre 200, on le refait. Kilomètre 170, c'est là où je suis partie avec Max. Puis on avait regardé mon mollet, puis on savait que c'était peut-être mon dernier segment. On savait que je partais du ravito puis j'allais continuer, mais on ne savait pas si j'allais pas revenir de bord 5 minutes plus tard. Okay. Puis on ne savait pas non plus si j'allais me rendre jusqu'à la fin. Puis si je me rendais à la fin, on ne savait pas non plus si j'allais continuer. OK? Parce que déjà, la situation était précaire. Donc, on partait puis on se disait, on va surveiller. Puis c'est pas vrai que je vais mettre ma santé en danger pour ça. Mais déjà, on était vraiment sur la limite. Donc, on part, puis on est très déjà négative et émotive parce qu'on sait que c'est peut-être le dernier segment, puis on ne sait pas même si je suis capable de le faire, ce segment-là. Donc, je suis dans l'émotion, je pleure, Max pleure, tout le monde a de la peine, j'ai mal, puis je me pose des questions. Puis du moment que tu ouvres la porte à cette insécurité-là, puis au fait que c'est peut-être la fin, alors que tu es dans une course, puis que normalement, je laisse pas place à l'abandon ou à l'échec dans ma tête, du moment que j'enlève ce focus-là vers la ligne d'arrivée, ça l'a mené à des conversations qui tournaient beaucoup autour de « Ah, j'ai mal, oh, ouf. » Puis tu sais, Max, elle est très généreuse, douce, attentionnée. Puis elle prenait soin de moi, puis elle avait peur aussi pour moi. Fait que Max, toutes les conversations qu'on avait commençaient à tourner autour de « T'es-tu correct? T'as-tu mal? Sur 10, c'est quoi ta douleur? » Tu sais, des questions un peu comme ça. Mais tout commençait à porter autour de ça. Fait que là, je me sentais paralysée par cette blessure-là. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, j'ai dit, Max, on change de discours, on change de quoi qu'on parle. Puis là, on a décidé qu'on était qu'on le prenait, ce segment-là, puis qu'on le faisait. Je veux plus revenir en arrière. Je veux plus qu'on en reparle de à quel point j'ai mal ou à quel point c'est pas le fun ou à quel point c'est quoi mon niveau, comment je me sens sensible, ça progresse, comment, genre, c'est un fait. Je suis blessée, il y a quelque chose qui se passe de pas correct. On continue, on parle d'autre chose, on parle de positif. On parle d'à quel point je suis capable de bouger vite, fort, je suis bonne. Genre, tu sais, c'est ça le discours. Donc, c'est ça qui a justifié un peu comment on a changé la perspective. Avoir une certaine maturité de dire on change le discours, c'est une preuve de leadership quand même assez incroyable. C'est quoi ton conseil pour un jeune ou moins jeune qui voudrait prendre une tangente comme toi, de devenir un leader ou une leaduse positive? Bien, d'abord, c'est de se poser la question pourquoi tu veux devenir ce leader-là. Tu sais, à quel égard, qu'est-ce qui... Parce qu'on peut tellement être leader dans mille et une choses. Tu sais, on peut tellement être leader positif puis avoir des impacts très, très, très différents. Là. C'est très large d'être un leader positif. Donc, d'abord, je me poserai la question pourquoi? Pourquoi je veux avoir cet impact-là? Puis comment je veux avoir cet impact-là? De quelle façon? Puis ensuite, je me poserai la question, OK, c'est quoi que je fais à partir de maintenant? Puis là, je viendrai le breakdown en objectifs plus concrets. C'est un peu comme ça que je le ferai. Est-ce que tu penses que la maturité que tu as eue de dire on change de discours, est-ce que c'est de quoi que tu as appris au courant d'un autre événement
Ou naturellement, tu as toujours eu un peu ce petit vibe-là positif? Je pense que ça se construit 100% parce que au fur et à mesure qu'on vit des expériences difficiles, puis qu'on vit aussi des expériences positives, ben on apprend à quel point ce qu'on se dit dans notre tête, c'est quelque chose qu'on est capable d'avoir un impact. C'est quelque chose qu'on contrôle. Les mots que notre subconscient nous envoie, les mots que notre cerveau nous dit, on peut les contrôler, on peut les influencer. Puis ça a un impact réel sur comment on perçoit la difficulté puis l'effort. Sachant ça, au départ, on le sait d'un point de vue théorique, peut-être. Premièrement, la première étape, c'est l'apprendre, le savoir. Ça, c'est dans le cadre d'une préparation mentale quelconque ou en ayant travaillé avec un psychologue, par exemple, qu'on va l'apprendre. Je vous réfère tout le monde à Balado d'Annabelle Guy qu'on a fait au Balado UMEA, où est-ce qu'elle vient vraiment décortiquer comment... puis elle en a parlé aussi dans un balado avec Upika, avec PH, mais à quel point notre préparation mentale puis les mots qu'on se dit à nous-mêmes peuvent venir diminuer la perception de difficulté de 30%. 30%, c'est énorme, là. Ça veut dire que, tu sais, je veux dire, tu peux prendre des suppléments, puis des ci, puis des ça, puis de la caféine, puis ça va même pas diminuer la perception de difficulté de 30%. Mais ton mental, lui, il peut. Peut-être que c'est plus bas que 30, mais c'est pas plus bas de 15. Fait que c'est significatif. C'est significatif. Donc, sachant ça, après ça, c'est de le tester au fur et à mesure. Puis à un moment donné, quand tu commences à le tester, puis tu vois les résultats, ben t'en fais une pratique consciente de « OK, c'est quoi les mots que je suis en train de me dire dans ma tête? Puis comment est-ce que je les influence pour réaliser finalement quelque chose de différent, tu sais? » Fait que c'est sûr que maintenant, c'est quelque chose que je pratique consciemment ou j'essaie du moins de pratiquer consciemment. Je donne un exemple vraiment banal, mais par exemple que je suis en train de courir un ultra puis que j'ai mal à quelque part, je vais me dire « Wow, mes mains se sentent tellement bien. » Puis là, je vais commencer à focusser sur genre comment mes mains se sentent. Pourquoi mes mains? C'est parce que c'est très, très rare que quelqu'un a mal aux mains dans un ultra. C'est vraiment facile d'avoir un réflexe de genre, mes mains vont bien. Tu sais, qui a mal aux mains? Personne. J'ai jamais fait d'ultra. À part Marianne Hogan, mais sinon... J'ai jamais fait d'ultra, là, je pourrais pas le dire. Ouais. Mais Marianne, elle s'est cassé un doigt dans une course parce qu'elle était tombée. Fait que Marianne a eu mal à une main, mais sinon, c'est l'autre main était rare. correcte. C'est ça. Ça m'intéresse quand même pas mal. Ouais, c'est revoir. Mais sinon, il y a un épisode aussi avec Upika qui est allé décortiquer tout ça. C'est super intéressant. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de service financier Sébastien Fournier. Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de services globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir. Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Puis Uméa, comment ça t'as lancé ça? Uméa, j'ai lancé ça parce que j'avais envie d'aller un petit peu plus creux dans des sujets qui étaient plus difficiles à aborder. Je parle par exemple de nutrition sportive. Je parle par exemple de comment créer des objectifs ambitieux et les réaliser. Comment se préparer mentalement. Des questions que j'avais aussi en tant que femme sportive au niveau de justement le surentraînement, la sous-alimentation, la maternité aussi, l'entrepreneuriat. Bref, des sujets qui me touchaient vraiment comme particulièrement, mais que je trouvais que ça n'avait pas nécessairement sa place sur ma chaîne YouTube ou ça n'avait pas nécessairement sa place dans du format court sur mes réseaux sociaux. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir ces discussions profondes-là. Puis je me disais, tant qu'à les avoir, ces conversations-là, puis de le partager comme juste dans une story sur Instagram, mais je vais partir le balado tout simplement, puis on va le partager à l'audience que j'ai actuellement.
Sarah Baribeau, je vous le dis, là, ça pourrait être vraiment une très bonne invitée. C'est vraiment une bonne idée. Il faudrait vraiment qu'on l'invite, effectivement. Est-ce que tu l'as reçu sur ton balado? Oui. Ouais. Un des balados, j'ai écrit en story Instagram. J'ai écrit, c'est le meilleur épisode. Ah, c'est cool. Et elle m'a écrit, elle dit, j'espère que tu dis pas ça à tout le monde. Et j'ai envoyé un texto que j'avais envoyé à mon ami à la fin de l'enregistrement, qui datait du 25 janvier. Hey, je pense que je viens de faire le meilleur enregistrement du podcast. Cool. C'est un des podcasts que j'ai le plus appris. Là, moi, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant, je connais pas ça, la maternité. Je connais pas ça. Et on a vraiment fait un épisode entraînement chez la femme enceinte et postpartum. Toutes les affaires que tu apprends, c'est quand même incroyable. Quand t'en comme, t'aurais jamais pensé toutes les choses qu'une maternité peut apporter au niveau de l'activité physique, puis la santé physique de la femme, et mentale aussi. Là, on en a abordé un peu avec Sarah, mais c'est quand même... c'est cool, je vais aller l'écouter. Je vais aller l'écouter, c'est certain, mais ouais. Je pense qu'il y a 1h15. C'est que c'est 1h15 du début à la fin, super intense, de tous les messages, vraiment intéressant. Fait que Uméa, puis maintenant, tu as un autre projet, l'Everest, qui s'en vient très bientôt. Ouais. Pourquoi tu as décidé de monter le Mont Everest? Parce que je pense qu'en tant qu'alpiniste, on a tous une très grande montagne qui nous attend. Puis l'Everest, c'est un projet d'abord... Ben, ça fait très, très, très longtemps que je rêve d'aller sur le camp de base de l'Everest, plus que l'Everest en soi, parce que l'Everest, c'était pas quelque chose que je pouvais vraiment me projeter, réaliser. Mais éventuellement, ben, c'est devenu comme un projet comme accessible pour moi au fur et à mesure que je me développais dans ce monde-là de montagne. Puis l'Everest, c'est une montagne qui se planifie quand même à l'avance dans le sens que c'est une période de 2 mois. 2 mois où est-ce que tu es loin de la maison, tu es loin de ta famille, qui se planifie beaucoup au niveau professionnel également parce que je suis avocate en droit des affaires chez RGP Groupe Financier. Je suis même associée du groupe aussi. Donc, tu sais, je fais partie de l'équipe puis j'ai pas envie de partir à toutes les années pendant 2 mois, on s'entend. Bref, il y a comme vraiment un gros processus de conciliation dans une vie. C'est quand dans ma vie que ça fait du sens de partir 2 mois pour aller gravir cette montagne-là. Puis, étrangement, c'était plus tôt que tard, cette date-là, dans le sens que je me vois pas, tu parles de maternité, mais tu sais, je me vois pas avoir des enfants et qui m'attendent à la maison et partir sur l'Everest. C'est une montagne que je me sens à l'aise de faire seulement lorsque j'aurai pas d'enfants. À 1 année sur 2 dans le cadre de ma carrière, dans le cadre d'une année de prospectus là, qu'au niveau du travail, je peux faire. Je peux me permettre de faire. Puis aussi, au niveau financier, il y a quand même un moment où est-ce que je suis capable de supporter financièrement ce projet-là, puis un autre moment où je ne peux pas du tout le considérer. Fait que, étrangement, ça a été une décision. Toujours l'Everest, j'ai toujours voulu le faire quand j'ai commencé à monter des montagnes, mais je savais pas quand. Puis la raison du quand, ça a été déterminé par carrière, famille et financier. Puis c'est ça qui a déterminé que c'était maintenant. Fait que, on fait valise puis on part. Exactement. Là, moi, j'arrive pas du monde de l'alpinisme, hein, puis je pense qu'il y a une gang d'auditeurs aussi. Normal. Au Québec, il n'y a pas grand monde qui vient de là, puis je viens pas non plus de ce monde-là. Le camp de base du Mont Everest, c'est-tu accessible? 100%. Ah ouais? 100%. C'est très, très, très accessible. Le camp de base de l'Everest, c'est à 5400 mètres d'altitude. Puis, justement, c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus. Quand je vais aller au Népal, inviter des gens à se joindre à moi pour créer des groupes de Québécois, introduction à l'alpinisme ou introduction à les randonnées en très haute altitude. Mais en fait, l'importance en altitude, tu sais, souvent les gens ils disent toi, tu réagis-tu bien à l'altitude? Toi, tu réagis-tu pas bien à l'altitude? C'est qu'on a toute cette conception-là que, bon, c'est comme une question de chance ou de hasard. Mais dans les faits, c'est qu'on n'approche pas vraiment l'acclimatation d'une façon très stratégique. C'est beaucoup commercial, les expéditions dans lesquelles on s'inscrit au début, comme par exemple le Kilimanjaro et compagnie. Mais c'est qu'il y a un processus vraiment patient à suivre qui fait en sorte que si tu prends ton temps
tu arrives bas, tu montes plus haut, tu redescends plus bas. Tu continues un petit peu plus haut, mais tu redescends par la suite. Tu continues encore plus haut, mais tu redescends encore une fois. Et pendant tout ce processus-là, tu respectes, tu t'alimentes bien, tu bois bien, tu dors bien, tu gardes la tête haute. Plein de règles comme ça qu'on apprend dans ce sport-là. Plus tu le suis, plus l'acclimatation se passe vraiment plus facilement. OK. Et là, c'est là qu'on se surprend à se rendre finalement au jour 15, 16, peu importe, jusqu'au camp de base de l'Everest. Puis on est comme, waouh, je vis ici, puis je me sens relativement bien, tu sais. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est comme du temps et c'est un petit peu de sous. Mais une fois que tu es là-bas, ça te coûte pas grand-chose. En fait, ça te coûte rien parce que ton expédition est comme payée à l'avance. Puis tu te laisses porter par des vues et des paysages absolument magnifiques. Tu sais, il y a d'autres endroits dans le monde qui sont beaux, mais comme la chaîne himalayenne, c'est des montagnes à perte de vue. Et plus tu avances dans le trek, plus il y a un petit manque de confort au fur et à mesure qui se crée. Plus tu as un petit peu plus froid, plus t'es remote, tu as moins accès au réseau et à l'eau, effectivement. Et puis les réseaux aussi. Plus tu vois, tu entends des avalanches. Tu vois des choses autour de toi que c'est comme ouf, OK, on est vraiment creux dans la montagne. Mais en même temps, plus tu te sens quand même accompli. Puis c'est là que ça ouvre sa voie de possibilités aussi parce que tu vois des alpinistes qui, eux, font leur propre montagne. Tu vois des gens qui sont encore moins en forme que toi, qui font le camp de base de l'Everest, mais qui en ont peut-être fait d'autres aussi. Fait que c'est très inspirant comme environnement. Fait que, tu sais, on pense à l'Everest comme étant la montagne, quand même. Mais chaque personne peut faire son propre défi sur l'Everest. Oui, tout à fait. Ben en fait, tu sais, je veux dire, oui, mais pas juste sur l'Everest. C'est chacun, on a notre propre défi, puis c'est quelque chose que je valorise vraiment beaucoup, puis que je porte tellement comme message. Tu sais, moi, aujourd'hui, je fais la promotion de mon sommet Everest. Je fais la promotion de ça, puis je lève des fonds pour la Fondation de filles actives et également par le fait même. Pour amener plus de jeunes filles aussi à pratiquer l'activité physique, à ne pas abandonner leur sport à l'adolescence. Puis, je pense qu'il n'y a comme pas un défi qui n'est pas valable, qui ne devrait pas être valorisé. Tu sais, je veux dire, mon Mont Everest, c'est peut-être un gros défi pour moi, mais c'est peut-être un très petit défi pour d'autres et vice-versa, tu sais. C'est important de le respecter puis de le valoriser. Donc, ouais. Un parallèle que je trouve intéressant de faire, c'est comme, tu sais, en course d'ultra, il y a des gens qui arrivent, on fête les derniers qui arrivent à un ultra. Je pense que c'est un prix des fois qui s'appelle la Lanterne Rouge, si je me trompe pas, en tout cas. Puis c'est ça, fait que, tu sais, souvent on fête la dernière personne à être arrivée, là, mais entre les premiers en avant, puis les derniers, là, il y a genre le double d'heures de course. Fait que les gens, là, les derniers à arriver, là, c'est ceux qui ont souffert le plus longtemps. Là. C'est ceux qui ont été endurants le plus longtemps. C'est pas genre les derniers dans le sens que c'est les moins forts. Moi, je trouve que c'est les plus forts. Genre, c'est vraiment eux qui ont fait une performance absolument extraordinaire puis qu'il faut valoriser. Puis tu me parlais de Courtney tantôt, là, mais Courtney, à toutes ses courses, là, elle revient ou elle reste sur le lieu de la course quand il y a les derniers qui arrivent pour les valoriser, pour les fêter, pour les féliciter. Puis c'est au même titre que, justement, ça, c'est comme pour une course, mais dans d'autres contextes, ben moi, ma grand-mère qui va s'entraîner, là, c'est comme... en soi, c'est un sommet Everest. Là. Puis une jeune fille qui fait son premier 5 km ou des parents qui se remettent à la course après avoir eu un enfant, tout ça, c'est vraiment, vraiment hot. Fait que, à la limite, c'est plus hot que mon Mont Everest, tu comprends? Oui, entièrement. Ouais. C'est un peu le message aussi que je véhicule sur le podcast. Il y en a que le 5 km, pour certains, est plus difficile que... le 5 km est un plus gros défi que pour moi aller courir un demi-marathon. Là. Tout à fait. Et puis, je me considère pas un coureur athlète, là, loin de là. Je suis un coureur de plaisir. Mais au fil des années, à faire de la distance, ben, tu te rends compte que courir un demi-marathon, je vais faire ça un samedi pour mon fun. Là.
On en a fait un le lendemain de Noël, le 26 décembre, avec une amie. On s'est dit, on se fait un demi à Noël. On est parti du Mont-Bel-Air, on est descendu en ville. Ça a fait 21 kilos. Mais comme, on a fait ça pour notre fun. Là. Mm-hmm. Mais quelqu'un, exemple, rémission de cancer, puis qui va aller courir 5 km 6 mois après, 8 mois après. Hey, c'est un fichu de gros défi. Là. Ah, il y a des gens qui sont en chimiothérapie en ce moment puis qui s'entraînent en même temps. Là. C'est assez extraordinaire. Là. Puis je vais recevoir bientôt sur le balado une jeune femme qui s'appelle Tulia qui vit ça actuellement, qui va s'entraîner pour un ultra à Bromont puis qui est actuellement en chimiothérapie. C'est fou, là. OK, j'ai sorti l'exemple de pur hasard. Là. C'est ouais, pas organisé avec le mais là, monde tu sais, toi, en tout cas, mais bref, c'est ça. Fait que c'est vraiment... un ultra. Ouais. Ben, j'ai hâte, il faut que je lui parle. On se parle justement ce soir là, pour en discuter, mais ouais. Ouais. Fille active. Oui. Tu l'as mentionné brièvement, mais veux-tu aller plus en profondeur de pourquoi tu veux prendre cette fondation-là? Bien, tu as compris mon message ouais. que, tu sais, pour moi, si je fais un projet, c'est pas juste pour moi. Puis, tu sais, je pense que c'est tellement important. J'ai aussi parlé de mon background sportif dans le sens que, tu sais, oui, j'ai déjà jonglé avec le sport plus tôt qu'il y a 5 ans, mais je viens quand même pas de ce monde-là. Puis, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je serais si j'avais commencé, si je m'étais donné la chance de pratiquer la course à pied ou le sport plus tôt? Si j'avais poursuivi dans cette direction-là, si j'avais pris soin de ma santé puis que je m'étais donné la chance de faire du sport avec mes autres girls au secondaire quand j'étais jeune, mais à la place, moi, j'ai abandonné le sport un peu à ce moment-là. Tu sais, oui, je l'ai fait, tu sais, here and there, mais c'était vraiment comme pas part de mon ADN. Puis, Fille active, c'est un organisme ici au Québec qui actuellement est impliqué dans 350 écoles environ, touche plus de 10 000 participantes par année. Leur objectif est de promouvoir l'activité physique chez les jeunes adolescentes et elle crée des environnements de sport axés sur la non-compétitivité, sur le plaisir, sur le bien-être, sur le dépassement, oui, mais comme pas dans une perspective de comme on se dépasse. C'est plus on s'amuse à bouger. On a du plaisir à bouger. Puis, ben moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un groupe filles actives à mon école secondaire, même si j'avais une école secondaire formidable, honnêtement, au niveau du sport, mais quand même, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait une pratique un petit peu plus adaptée à ma réalité. Et donc, je voulais lever des fonds pour la cause. Je les ai rencontrés, les filles, l'équipe de direction générale, l'équipe qui va dans les écoles. Puis, ça change tellement des vies au niveau de les jeunes adolescentes et ensuite les générations futures, que je voulais vraiment lever des fonds pour la cause. Et là, l'objectif, c'est de lever 100 000 $ pour la cause de filles actives, ce qui est vraiment un gros montant. Alors, pour moi, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans la préparation physique, mais beaucoup, beaucoup aussi dans la préparation de comme la levée de fonds en soi, des initiatives pour inviter les gens à donner. Fait quoi, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un impact qui est comme concret dans la vie des jeunes femmes et des jeunes adolescentes. Puis je sais que ça a un impact aussi dans la vie des mamans. Oui. Fait que, tu sais, puis des papas aussi. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en termes de statistiques, là, je vous explique pourquoi c'est autant important. Là. C'est 9 filles sur 10 qui ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique pour en retirer les bienfaits. 9 filles sur 10. C'est énorme. Et à la fin de l'adolescence, il y a 3 fois plus de filles que de garçons qui ont abandonné le sport. 3 fois plus de filles. C'est vraiment, vraiment important comme cause. Puis, en termes de développement de l'athlète, des capacités physiques, d'essayer les sports, ça permet de, un peu comme on mentionnait au début, d'essayer des nouvelles choses pour voir si tu aimes ça. Tu as fait du cross-country. Oui, il y a des sports qui sont d'équipe, il y a des sports individuels. Essayez les deux. Peut-être qu'au cégep, vous dites hey, non, moi, j'aime pas ça être avec du monde. Mm-hmm. Mais vous avez le droit. Mm-hmm. Puis ça se peut que vous n'ayez pas de fun à faire un sport d'équipe. J'en suis un de ceux-là. Mm-hmm. Je suis de même. Mais quand j'ai remarqué ça, j'ai regardé beaucoup plus les sports individuels. Et là, j'ai tellement beaucoup plus de plaisir à faire ces sports-là. Mais
si je me trompe pas, Filles Actives fait aussi la promotion de faire plein d'activités, Ouais. pas juste de la course, pas juste non, du vélo. En fait, c'est pas... au contraire, c'est pas... C'est plutôt en fait, chaque école décide. Fait que c'est comme les responsables de chacune des écoles, les responsables du groupe qui viennent comme proposer des activités. Ça peut être du hip-hop, ça peut être une marche, ça peut être la randonnée, ça peut être volleyball, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Du biathlon, ils l'ont fait déjà. Ouais. Ben, c'est ça, ils font beaucoup de sport. Fait que, en fait, beaucoup d'activités physiques. Le but, c'est bouger. Exact. Tu as eu un parcours qu'on vient de voir au complet. Ce n'est pas juste des succès que tu as eu. Tu as eu quand même énormément de défaites, mais tu as eu aussi une très belle remontée suite à ces échecs-là. Et comme tu l'as mentionné, c'est pas des gros échecs, c'est des belles leçons que tu as appris pour mieux vivre aussi les exploits qui s'en viennent par la suite. Comment tu définirais ta persévérance? Je pense que c'est que je fais les choses pour les bonnes raisons. C'est 100% ça. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je l'ai comme testé. Là, genre, on dirait que je voulais... c'est vraiment niaiseux. Là. C'est tellement un exemple banal, mais je me rappelle qu'il y avait une conférence. C'est une présentation orale qu'on donnait à l'école secondaire. Puis si on donnait une excellente présentation orale, on recevait un prix. Puis le prix, c'était genre une carte cadeau dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Puis il y avait la fête de ma mère qui approchait. Puis là, je me disais, ça va être son cadeau de fête. La fête de ma mère qui approchait. Puis là, je me suis dit, moi, là, je vais donner le meilleur de mes capacités pour donner la meilleure présentation orale possible pour pouvoir donner la carte cadeau à ma mère. Puis on dirait que ça a fonctionné. In the end, ça a fonctionné. Mais c'est vraiment bizarre, mais depuis ce moment-là, à chaque fois que je fais des choses puis que je mets toute l'énergie possible pour que ça fonctionne, mais que c'est pour vraiment des bonnes raisons, là, c'est vraiment comme quelque chose qui me tient à cœur profondément pour les bonnes valeurs, le tout se réalise. Ou s'il ne se réalise pas, il va se réaliser plus tard encore mieux. Puis maintenant, je fais confiance à la vie dans le sens que je veux être persévérante, je veux travailler fort, je veux que ça fonctionne, mais je veux que ça fonctionne pour les bonnes raisons. Puis je fais confiance à la vie que le outcome va être à la hauteur de l'énergie que je vais y avoir mis selon l'intention donnée. C'est un petit peu spirituel puis poussé par les cheveux, j'ai l'impression, comment je l'explique comme ça, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment une confiance en la vie puis une confiance en je vais faire tout en mon pouvoir pour y arriver, puis la vie me mènera où elle voudra bien me mener. La motivation, elle provient de toi-même, elle provient pas de l'extérieur. Ouais. Puis ça fait un peu ton parcours, de la manière que tu l'expliques. Tu le fais pour les autres, mais ça provient de toi. Et non, ça serait tellement le fun que le monde capote que j'aille fait l'Everest. Là. Ah ouais, non. Mais non, mais ça amène à rien, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre ces risques financiers-là puis ces risques de vie-là juste pour la visibilité que tu souhaites avoir ou l'apparence que tu souhaites avoir auprès des gens. Ça, c'est... tu sais, il y a peut-être des personnes que c'est comme ça qui le vivent, là. Puis je pourrais comprendre aussi que certains... en tout cas, je sais pas si c'est ça que je dégage. C'est vraiment pas ça l'objectif, là. Mais tu sais, quand je partage sur les réseaux sociaux ce que je fais puis ce que je m'en vais faire, c'est parce que je crois que ça peut inspirer d'autres personnes à réaliser leur propre sommet Everest, se dépasser à leur façon, rêver grand, se donner les moyens de leurs ambitions, mais jamais pour le ramener à moi personnellement, de voici ce que moi j'ai fait. Puis là, je sais que, je veux dire, c'est contradictoire parce que je suis si assise à parler de moi puis de mon expérience. Mais j'essaie vraiment de le faire dans une perception où est-ce que, regardez, moi, ça, c'est ma passion, là, mais vous, la vôtre, elle est peut-être autre, puis comme, go for it, là. Genre, c'est valide, puis c'est bon, puis c'est excellent, puis ça m'inspire moi aussi, ce que vous faites, tu sais. Puis c'est ça, le message que je tente de porter. C'est pour ça que je documente mes aventures, puis que je documente autant mes échecs que les bons coups, tu sais. Puis un échec, pour moi, qui aurait été un réel échec, là, on en a parlé dans le cadre de Divide 200, c'est que si j'avais pendant la course, puis j'en parlais avec Samuel Choquette, qui est mon vidéaste et réalisateur de ce projet-là, une personne d'exception.
Sam et moi, on s'est regardés pendant la course quand on sentait que ça allait pas bien. Puis je l'ai regardé. Puis honnêtement, la seule personne que j'avais l'impression que je pouvais décevoir de DNF, donc d'arrêter, d'abandonner la course, c'était Sam. C'est parce que c'était lui qui avait mis tellement d'énergie dans le projet aussi que je voulais que ce soit à la hauteur de ce qu'il voulait comme produit. C'est un film, c'est quand même quelque chose de créatif qui a mis énormément d'énergie. Mais il m'a tellement respecté là-dedans. Puis quand on s'est parlé, puis là, j'ai dit, tu sais, Sam, genre, je pense que ça aurait été, c'est contraire à mes valeurs que de continuer la course avec cette blessure-là et de continuer de le documenter parce que ça dégage un genre de David Goggins. Ça dégage un never quit ou je sais pas trop c'est quoi son nom de film, de livre là, qui dit, mais en gros... Can't Hurt Me. Can't Hurt Me, ouais, c'est ça, merci. Mais tu sais, moi, c'est pas ça que je valorise. C'est pas le fait de se briser pour réaliser quelque chose dont on est fier sans raison. Tu sais, c'est de repousser ses limites, mais de ne pas nécessairement les dépasser. Puis voilà, fait que c'est ça que je tente de documenter. Puis un échec pour moi, bref, là, un échec pour moi, ça aurait été de dégager à travers ce film-là le fait qu'on peut ignorer les blessures, qu'on peut ignorer les limites que notre corps nous envoie, on peut ignorer les signaux, puis qu'on peut aller au bout de nos ambitions, puis après ça, devoir vivre une chirurgie, puis plus jamais marcher de notre vie. Là. Tu sais, ça aurait été une défaite pour moi. Et comme tu le mentionnais au début, tu fais ça pour ton plaisir, initialement. Ouais. Donc, oui, OK, c'est plate de ne pas réussir l'objectif, mais tu peux encore courir. Tu peux aller faire le Mont Everest. Tu peux aller faire tous les autres beaux défis qui vont s'en venir au courant de ta vie que je pense qu'il va y avoir. J'ai une dernière question pour toi, Emma. Oui. Une question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? Être en santé, ça veut dire pouvoir découvrir le monde, mais ma vision de la santé, OK? Parce que je sais que c'est pas nécessairement ça, mais pour moi, actuellement, ça veut dire pouvoir découvrir le monde avec mon corps, avec mes jambes, avec ma capacité physique, peu importe de quelle façon ce serait. S'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent te suivre sur les médias sociaux, ouais. Où ils peuvent te trouver? Sur Instagram, MAS Deguara, Deguara. Et sinon, sur YouTube, même chose, MAS Deguara. Le balado Uméa aussi. Puis également, on est en train de faire mon site. Ça va être masdeguara.com, je pense. On va pouvoir suivre la levée de fonds pour Filles Actives aussi. Oui, effectivement. Mais en fait, n'importe qui veut donner à partir de maintenant, là, la plateforme est ouverte. On lève tranquillement 100 000 $ vers la cause. Super. Emma, je veux juste te dire un très grand merci. Bien, merci à toi. Honnêtement, super intéressant comme conversation. Tu me fais rentrer dans plein de sujets des plus challengeants, mais c'est cool. Ça fait du bien de prendre un peu de recul puis de revenir à la base. Merci énormément du compliment. Cool. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!